Bonjour à toutes et à tous. Merci au comité d'organisation pour l'invitation et au GACI. Donc, je vais aujourd'hui essayer de vous décrire une lésion idéale pour une atherectomie rotationnelle. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord voir pourquoi utiliser l'atherectomie, quand et comment utiliser l'atherectomie rotationnelle pour modifier les lésions calcifiées, un petit cas clinique et ensuite des conclusions. Donc tout d'abord, Pascal nous a rappelé en introduction les calcifications coronaires, l'étiologie. Il faut savoir qu'il y a deux types de calcifications coronaires. Des calcifications qui vont être intimales et donc superficielles, donc juste dans la paroi de l'artère, et des calcifications qui vont être plus profondes, comme vous voyez ici, qui sont sous-intimales et donc qui peuvent toucher la média ou l'adventice. Donc on comprend évidemment que le même type de device ne va pas forcément toucher les calcifications superficielles ou au contraire des calcifications beaucoup plus profondes. Évidemment, le calcium pose problème en pathologie coronaire, et Pascal vient de l'illustrer, et l'expansion des stents est corrélée négativement avec l'épaisseur et la longueur du calcium. Lorsqu'on a une mal ou une sous-expansion d'un stent, on est à haut risque de complications et de MACE, donc ça, ce sont des données qui sont bien connues et qu'on comprend très bien. Effectivement, si le stent est mal apposé ou mal expandu, il va y avoir un risque de re-sténose ou de re-thrombose qui est beaucoup plus important. Donc finalement, il faut modifier ce calcium, et on a un outillage que Pascal nous a décrit, qui est multiple. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer dans cette présentation sur l'atherectomie rotationnelle. Donc ce rotablator n'est pas nouveau, puisqu'il a été approuvé en 1993. Donc j'étais déjà né, évidemment, mais bon, je démarrais à peine mes études. Donc certains d'entre vous ont déjà commencé le rotablator depuis quasiment 30 ans. Et donc tout le monde connaît le rotablator, donc il s'utilise sur un guide qui est 0014, et on a 4 types de fraises actuellement. Avant il y en avait 5 qui ont des diamètres différents, de 1,25, 1,5, 1,75 ou 2,0. Et donc on va, comme on va le voir tout à l'heure, positionner un guide et ensuite faire avancer la fraise sur ce guide dans la coronaire. Donc c'est quelque chose que vous connaissez a priori bien. On va essayer de voir quand est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on va pouvoir l'utiliser. Donc pourquoi utiliser l'atherectomie? Finalement, on a des lésions calcifiées, donc un calcium qui va nous gêner. On va avoir besoin d'atherectomie pour diminuer le volume calcaire. C'est le principe du ponçage, c'est-à-dire qu'avec la fraise de rotablator, on va rentrer dans le calcium et le poncer pour diminuer la charge calcaire de l'artère. On va fracturer le calcium, ce qui va permettre au stent et au ballon d'expandre beaucoup mieux l'artère. Et on va, bien sûr, beaucoup plus facilement ensuite délivrer ces devices, que ce soit les cathéters d'imagerie endocoronaire, puisque Pascal nous a parlé d'OCT et d'IVUS, donc c'est quelque chose qui est sûrement très intéressant dans les lésions calcifiées, et ensuite nos ballons, puis nos stents. Donc comment est-ce qu'on va utiliser l'atherectomie rotationnelle? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut s'utiliser en 5 French, mais que la plupart des cas sont faisables en 6 French. Donc quand on travaille avec des fraises de 1,25 à 1,75, on peut travailler en 6 French, et seulement pour la 2,0, il faudra du 7 French. En règle générale, on travaille avec une fraise par patient, c'est-à-dire qu'on va rarement utiliser une escalade de 1,25 à 1,75. Le plus souvent, on sélectionne une fraise pour un patient, et on a un ratio fraise-artère qui est de 0,6. C'est-à-dire que pour une artère, par exemple, de 3,0, on va prendre une fraise qui va être soit de 1,5, ça fera 0,5 de ratio, soit de 1,75. La vitesse de rotation de cette fraise va être en règle générale de 180 000 tours minute. Et l'objectif, c'est ce qu'on voit dans la petite vidéo, c'est de faire du pecking motion, c'est-à-dire d'aller fraiser la plaque, très progressivement. D'abord commencer à peine à la chatouiller, puis ensuite progressivement, après plusieurs passages, arriver à passer cette sténose. Et donc en règle générale, actuellement, il est recommandé de faire des runs d'atherectomie rotationnelle assez courtes, c'est-à-dire de 10 à 15 secondes maximum. Donc, comment est-ce qu'on va optimiser son utilisation? Donc, l'utilisation classique est schématisée ici. On a ici une plaque calcaire avec du calcium intimal, une lumière qui est sténosée, évidemment, à 90% par exemple, et un guide de rotablator. Donc, sur notre premier passage avec une fraise de 1,5 ou de 1,25, par exemple, on a créé forcément un espace lorsqu'on a franchi la lésion qui va être ici. Et donc, pour optimiser l'utilisation et donc pour diminuer, si vous voulez, le volume calcaire, ce qui est proposé, c'est de varier un petit peu la vitesse de rotation une fois qu'on a franchi la lésion. Et donc le fait de diminuer la vitesse de 180 à 140 000 tours minute va en fait, si vous voulez,
créer sur la fraise de rotablator un mouvement un petit peu d'oscillation, comme ça va être un petit peu le cas pour l'athériectomie orbitale qu'on verra plus tard, et donc va vous permettre probablement, si vous voulez, de travailler un petit peu plus cette lésion calcifiée et de diminuer la charge calcaire de façon beaucoup plus significative. C'est ce qu'on verra ici, par exemple, sur l'imagerie endocoronaire. Donc on aurait, si on avait une seule fraise à une vitesse constante, on aurait fait 7 impacts-ci. Par contre, si on varie la vitesse, on va augmenter les impacts. Quelques pièges à éviter dans le rotablator, parce que là on a vu comment l'utiliser. L'utilisation en bail-out, c'est-à-dire comme on l'a déjà entendu, dès qu'on pense rotablator, je pense qu'il faut utiliser ou au moins vraiment discuter le rotablator. Parce que si on l'utilise après avoir ballonné un échec de ballon, on s'expose à faire du rotablator dans des dissections et donc on s'expose à des cas assez complexes. Deuxième piège, c'est de trop sous-sizer sa fraise et de ne pas assez faire cette pecking motion. Et là, le risque classique, c'est le risque d'avoir la fraise bloquée, c'est-à-dire une fraise qui va passer comme une savonnette et qu'on ne pourra plus retirer puisque le diamant est uniquement sur la face avant de la fraise. Autre risque que vous connaissez sont les lésions très tortueuses. Et là, c'est difficile, c'est l'expérience de chacun qui va savoir quelle lésion approcher ou pas. Et là, le risque, ça va être de perforer l'artère avec un trajet qui va être en dehors de l'artère. Ne pas fraiser sur la partie radio-opaque du guide est important puisqu'on risque de casser son guide. Et le dernier piège, c'est ne pas pré-traiter le patient, c'est-à-dire pas de résorbant avant, enfin, je veux dire, d'oublier de pré-traiter puisqu'il est fondamental de donner du résorbant avant et de proposer un flush de votre système d'athérectomie rotationnelle avec de l'héparine, de l'isoptine et du résorbant qui est notre protocole. Et par ceci, on va diminuer le risque de no-reflow. Donc vous voyez que le rotablator, on l'utilise souvent, mais il y a quand même quelques pièges, et donc il faut être très systématique. C'est ce qu'on va voir dans le cas clinique. Donc quelles lésions pour une athérectomie rotationnelle? Donc principalement les lésions qu'on va considérer, ça va être les longues lésions, puisqu'avec une même fraise, on va pouvoir polir sur une longueur assez importante. Comme on l'a dit, le calcium intimal ou superficiel, puisque la fraise est dans la lumière de l'artère, et donc il va avoir du mal à aller toucher le calcium profond. Ensuite, on va probablement traiter des lésions qui vont être très calcifiées, c'est avec un calcium circonférentiel ou un arc calcaire important, quasi-circonférentiel. Les nodules calcaires qui vont protruser dans la lumière artérielle sont une bonne indication de rotablator. Il faut que le vaisseau ne soit pas trop important, puisqu'il faut qu'il fasse à peu près moins de 3,5, puisqu'on vous a dit qu'il fallait un ratio de 0,6. Et les lésions qu'on va voir aujourd'hui sont les lésions infranchissables, puisque là, vraiment, le rotablator reste l'outil idéal. Donc, dans ce cas clinique, on va illustrer un petit peu l'utilisation du rotablator. Donc, on est face à un homme de 88 ans qui est adressé pour un bilan pré-TAVI, qui est symptomatique principalement sur de la dyspnée, mais qui a un petit peu d'angor. Et donc, on voit évidemment à son âge un réseau artériel très calcifié. On devine le calcaire sur l'angiographie. Et donc, on retrouve ici une lésion courte, infranchissable. Donc, dans notre tête, on pense déjà au rotablator. Et probablement, c'est la bonne solution, puisqu'on essaye de passer un guide de première intention, il passe, et ensuite on essaie de faire un échange sur microcathéter qui est assez classique. Et là, vous voyez le mouvement de l'EBU, le microcathéter qui est un microcathéter de bonne qualité, ne n'arrive pas à passer cette lésion. Donc on est vraiment face à une lésion infranchissable. Donc c'est une lésion typique où le rotablator va nous rendre grand service et nous permettre de la traiter. Donc que faire? Éviter la dissection. Donc là, je ne commence pas à essayer un ballon de 1,0 ou de 1,2. Je vais directement sur une fraise de rotablator. Éviter la fraise bloquée, je vais sélectionner ma taille de rotablator sur la taille de l'artère. Donc là, j'ai une IVA qui fait à peu près 3,0. Je vais utiliser une fraise de 1,75. Éviter la perforation, on voit que la lésion n'est pas du tout tortueuse. La fracture, on va mettre notre guide très distal. Et le no-reflow, on décompense au rotablator, résorbant intracoronaire et préparation du flush. Donc là, vous voyez une fraise de 1,75 par voie radiale droite en 6F qui va, après ce mouvement de pecking motion, franchir la lésion. Donc, on réalise ce rotablator, on réalise un run d'IVUS qui était optionnel, mais là qui nous a aidé, où on retrouve une artère qu'on va calibrer donc à 3,5 avec des fractures qui sont liées au rotablator. On prédilate notre artère avec un ballon non compliant, parce qu'on ne va évidemment pas directement implanter un stent. Ensuite, on implante notre stent, on post-dilate l'artère et on recontrôle en IVUS. Et donc là, vous avez le résultat sur une artère qui a été traitée donc sur 28 mm environ, avec une optimisation ici. On voit aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que les diagonales qui étaient suboccluses d'emblée n'ont pas du tout été impactées par le rotablator. Donc en conclusion, depuis 1990, donc depuis plus de 30 ans à peu près, l'athérectomie rotationnelle est un outil essentiel au quotidien, puisque quasiment toutes les semaines ou tous les jours, on utilise de l'athérectomie. On a une augmentation de l'utilisation récente dans notre centre du fait qu'on traite des patients de plus en plus calcifiés, qu'on a de plus en plus d'outils et qu'on s'intéresse de plus en plus à ce calcium coronaire, et ça représente environ 10% de nos angioplasties.
Les lésions idéales vont être les longues lésions, calcium superficiel, infranchissable, où de toute façon on a très peu d'autres options, et le calcium nodulaire. Et finalement, l'utilisation d'imagerie endocoronaire n'est peut-être pas systématique, mais va toujours rester utile, et donc il faut savoir apprendre à analyser cette imagerie endocoronaire lorsqu'on veut utiliser du rotablator. Je vous remercie de votre attention.